Connaissance, recherche, sciences, et sciences mathématiques, théorie, physique, philosophie, conférence, archéologie, nature. Je suis particulièrement heureux de vous accueillir tous, en regrettant, vous vous en doutez, que le Collège de France ne dispose pas de locaux suffisants pour accueillir encore davantage de monde. Je ne vais bien entendu pas faire à Noam Chomsky l'injure de le présenter. Je voudrais simplement le remercier d'avoir accepté l'invitation du Collège de France, et plus précisément, pour cette conférence, l'invitation de l'Assemblée des professeurs du Collège de France dans son ensemble. Même si cet aspect du problème semble avoir échappé assez largement à la presse, c'est cette initiative du Collège de France, et elle seule, qui est à l'origine de la possibilité que nous avons aujourd'hui, que nous avons ces jours-ci, de le revoir en France, après ce que je qualifierais de très longue et très regrettable absence. Le titre de la conférence qu'il va donner est Interpretation and Understanding, Language and Beyond, c'est-à-dire interprétation et compréhension, le langage et au-delà. Okay. Vous avez la parole. Une grande partie de ma vie, en fait, un certain nombre de problèmes m'ont intrigué. L'un, je l'ai appelé le problème de Platon, l'autre, c'était le problème d'Orwell. Il y en a aussi un troisième qu'on pourrait appeler le problème de Descartes. Le problème de Platon a été formulé avec lucidité par Bertrand Russell dans sa dernière œuvre philosophique. Il s'est demandé comment se fait-il que les êtres humains, dont les contacts avec le monde sont brefs, personnels, limités, sont néanmoins capables d'en connaître autant qu'ils le font. Donc, ça nous ramène à Platon. Et puis on peut emprunter certains des mêmes termes pour formuler le problème supplémentaire d'Orwell. Comment se fait-il que les êtres humains, avec une information fiable, vaste, néanmoins connaissent et comprennent si peu de choses? Le problème de Descartes a trait à la liberté de choix et d'action qui est unique aux êtres humains, dit-il, et ce qu'il appelle la plus noble des choses que nous ayons illustrées très clairement par Descartes et ses partisans et ses successeurs dans ce que l'on appelle l'utilisation créative du langage, c'est-à-dire la capacité partagée par l'ensemble des humains de s'exprimer librement, d'exprimer librement leurs pensées dans des façons nouvelles, constamment nouvelles, sur une gamme infinie. Une façon donc adaptée aux circonstances, non pas causée par elles, distinction cruciale, et qui n'est pas donc causalement déterminée par un état internalisé extramental. Les humains peuvent être incités à ou enclins à parler de certaines façons par des circonstances internes et externes, mais ne sont jamais obligés de le faire. Comme ses successeurs l'ont dit, comme ses partisans l'ont dit. La ligne de division entre les humains et l'homme-machine étant ainsi marquée. Il décrivait donc l'utilisation normale, habituelle, quotidienne du langage, ce que William von Humboldt a plus tard appelé l'utilisation infinie de moyens finis, élément clé de l'impulsion créative humaine, qui doit être nourrie par l'éducation dans toute société civilisée. Lui et d'autres libéraux classiques précoces ont dit dans des idées qui ont été développées par les manuscrits précoces de Marx et qui ont toujours animé le mouvement populaire de façon répétée. Eh bien, j'ai discuté de ces trois problèmes en commémorant à l'université de Cambridge Russell il y a 40 ans. Sur le problème de Platon, on a beaucoup appris de choses, tout au moins dans certains domaines depuis. Bon, bien sûr, Platon avait une réponse, sa théorie de la réminiscence d'une existence antérieure.
Leibniz avait trouvé la thèse de Platon convaincante lorsqu'elle était purgée de l'erreur de la réminiscence, disait-il. Ce qui, pour nous, veut dire qu'elle se formulait en termes d'apport génétique, un sujet qui serait susceptible d'étude. Le problème de Descartes reste enveloppé de mystère. Peut-être un mystère permanent, selon Descartes. Ainsi qu'il décrit. David Hume avait atteint des conclusions semblables sur les limites de la compréhension humaine. En écrivant sur l'homme qu'il regardait comme le plus grand et le plus rare des génies jamais sortis de l'ornement de l'instruction des espèces. Donc, il parlait d'Isaac Newton. Hume avait conclu, en parlant de lui, que sa réalisation la plus mémorable était d'avoir tiré le voile, révélé certains des mystères de la nature, mais en même temps restauré donc le secret ultime de la nature à cette obscurité là où elle est et là où elle restera. Eh bien, je pense que c'est par de telles pensées à l'esprit que Russell avait donc, par sa dernière œuvre philosophique que j'ai citée, donné ainsi ce titre, Connaissance humaine, portée et limite. C'est un titre qui s'applique si les humains font partie du monde organique, ce ne sont pas des anges, afin que l'ensemble des capacités humaines ait une portée, des limites, que le tout soit lié de façon très intime. Principe inhérent qui fournit donc une portée qui détermine leurs limites, que l'on considère par exemple des contingences, des réalisations, je ne sais pas, sportives, athlétiques, intellectuelles, artistiques ou toute autre capacité, y compris les plus habituelles. Parler notre propre langue. Bien, Newton avait renvoyé donc le mystère de la nature à une obscurité permanente, expliquait Hume, en révélant les imperfections de la philosophie mécanique. Donc c'était la science mécanique à l'époque, bien sûr. Conception du monde comme une machine, en tant que machine. Bien, cette conception fournissait le critère d'intelligibilité que Galilée et la science moderne des premiers temps, y compris donc Newton, regardait donc comme démolition de la science mécanique. Une telle absurdité que j'estime qu'aucun homme qui a donc une faculté de penser en matière philosophique ne tombera jamais dedans, dans cette absurdité. Donc inconcevable pour lui à l'époque. Mais en invoquant cette notion donc d'inconcevable, notion d'action à distance, nous acceptons que nous ne comprenons pas le phénomène du monde matériel, où la compréhension est construite en termes d'intelligibilité pour l'esprit humain, avec des limites. Les grands scientifiques de l'époque partageaient le jugement de Newton, parfois d'ailleurs avec un certain degré de mépris. Et Christian Huygens avait décrit les principes de l'attraction terrestre de Newton comme une absurdité. Leibniz disait que Newton réintroduisait des idées d'occultisme semblables à celles des sympathies et antipathies des sciences scolastiques que l'on avait ridiculisées, et offrait nos explications physiques au phénomène du monde matériel. À ces objections, Newton n'était que partiellement d'accord. Ces principes, disait-il, n'étaient pas occultés dans le sens scolastique du terme. A raison, était-il, que les causes qu'il postulait étaient occultes. Et pour dériver des principes généraux inductivement d'un phénomène, pour nous dire ensuite comment les propriétés de l'action dans l'ensemble des éléments corporels suivent de ces principes manifestes, serait un grand pas en avant dans la philosophie, même si les causes de ces principes n'ont pas encore été découvertes. Fin de citation, disait-il.
En fait, ils ne seraient pas découverts dans les termes que Newton et les autres fondateurs de la science moderne regardaient comme étant intelligibles, c'est-à-dire en accord avec une compréhension par bon sens. Les êtres humains, à ce moment-là, sont entourés d'un mystère permanent. Et Thomas Kuhn, un célèbre historien de la science, a suggéré que Newton avait souhaité écrire les principes de la philosophie comme Descartes, c'est-à-dire sur la science vraie, mais son incapacité à expliquer la gravité l'avait forcé à limiter son sujet à ce qu'il appelait les principes mathématiques de la physique naturelle, qui ne prétendait même pas expliquer pourquoi l'univers était organisé tel qu'il l'était, en laissant dans cette question encore dans l'obscurité. Certains des physiciens les plus doués du XVIIIe siècle ont continué de chercher une explication mécanico-corpusculaire à la gravité, c'est-à-dire ce qu'ils ont pris comme explication physique, comme l'avait fait Newton d'ailleurs, une grande partie de sa vie. Ultérieurement, les années ultérieures, les positivistes ont rapproché tous les côtés du débat, les critiquant pour leur folie à envelopper le formalisme mathématique de la théorie physique de la robe de l'interprétation physique. C'est un concept qui avait perdu tout sens, toute substance. Ce sont les mots de Henry Huss. L'impact des découvertes de Newton ont été petit à petit absorbés et la science, à ce moment-là, diminué ses ambitions de telle sorte qu'elle est maintenant habituelle, tellement habituelle qu'elle n'est plus remarquée. Les scientifiques ont abandonné l'idée d'une révolution scientifique précoce, c'est-à-dire que le monde est un principe intelligible pour nous, liant ainsi leur but à la construction de théories intelligibles, un pas en avant significatif dans l'histoire intellectuelle. Lorsque l'on arrivait donc à l'analyse de la matière de Russell, c'était en 1927, il avait vraiment mis de côté l'idée d'un monde intelligible en tant qu'absurdité et placé de façon répétée le mot intelligible dans ses citations pour souligner l'absurdité de cette quête. Quand on parlait de la question de l'action à distance, ce n'était guère davantage qu'un préjugé, écrivait-il. Si l'ensemble du monde consistait à des boules de billard, ce serait ce que l'on appellerait intelligible. C'est-à-dire ça nous surprendrait assez pour nous faire réaliser que nous ne comprenons pas cela. Eh bien, dans cette dernière phrase, Russell évoque l'une des contributions intellectuelles de la science moderne les plus remarquables. Il s'agit de la capacité à être surpris par ce qui semble être superficiellement évident, et donc à reconnaître que nous ne le comprenons pas. Cette évidence est très difficile comme étape à franchir. Pendant 2000 ans, les scientifiques se sont satisfaits de voir les pommes tomber au sol et la vapeur monter vers le ciel parce qu'ils recherchaient leur place naturelle. Et ce n'est que lorsque Galilée et d'autres d'ailleurs ont souhaité se remettre en question le simple phénomène de la nature que la science moderne a commencé. D'une perspective tout à fait différente, lorsqu'il est passé de la physique à la psychologie, Wolfgang Kohler a observé que dans la psychologie, il est bien plus dur de faire des découvertes enthousiasmantes. Dans la physique, même les découvertes les plus élémentaires sont enthousiasmantes. Elles sont emballantes parce qu'elles vont à l'encontre du bon sens. Par exemple, la démonstration de Galilée, en fait, une expérience bien pensée. Le taux de gravité était indépendante du poids, donc la vitesse de gravité était indépendante du poids. Mais dans les découvertes en psychologie, par exemple, en psychologie, les découvertes semblent de la routine. Nous savions toujours que, ou nous croyons ce que nous savions. Et en fait, même une intuition assez profonde semble sans surprise, ou pour certains incohérente. Par exemple, l'observation de Descartes, que nous pouvons donc nous exprimer librement, exprimer nos pensées librement, de façon nouvelle et sans limite. Nous parlons sans effort, à chaque moment, donc il n'y a pas de problème. Certains penseurs modernes comme Wittgenstein ont rejeté
l'effort d'explication comme erreur un peu enfantine qui devrait être réglé grâce à un assemblage d'éléments particuliers. Au-delà, tout ça serait une erreur un peu enfantine. De même, comment y a-t-il quelque chose de bizarre sur l'acquisition du langage? Que peut-il y avoir de bizarre? Après tout, c'est fait quotidiennement, constamment par les enfants. Tout effort pour s'attaquer à ce problème, en fait, n'est que de l'ostentation et de la formation, ostentatoire et formatoire. Les deux principes de l'acquisition du langage de Wittgenstein, ou peut-être un conditionnement, comme Quine a insisté. Certains ont invoqué l'analogie et l'induction lorsqu'ils faisaient attention au truisme, qui était donc au cœur même de la philosophie cartésienne. Mais ce sont des notions qui sont restées sans analyse réelle. À l'extérieur des domaines assez étroits, les limites de la curiosité ont été une pratique relativement courante depuis 2500 ans d'études extensives du langage. Après, donc, sans question posée dans les années 50, mais les questions se posent encore aujourd'hui. Et lorsque l'on essaie d'entrer dans le langage et dans d'autres processus mentaux, en fait, l'effort est étouffé dès la naissance, un petit peu comme la science l'a été avant que l'on se pose des questions sur un phénomène aussi simple et qu'il devienne la norme de la révolution scientifique des premiers temps. Les historiens de la science ont reconnu que les progrès intellectuels avec réticence de Newton ont entraîné une nouvelle vue de la science, là où le but n'est pas de rechercher une explication ultime, mais de trouver un récit théorique, autant qu'on peut, du phénomène de l'expérience et de tout ce qui est expérimenté. Ce sont des buts plus limités qui n'étaient pas entièrement nouveaux. Ils prennent leurs racines dans la tradition scientifique des premiers temps qui avait abandonné la recherche des premiers ressorts du mouvement naturel et d'autres phénomènes naturels pour s'en tenir à l'effort plus modeste qui est celui de développer le meilleur récit théorique que l'on pouvait. Donc c'est un projet plus modeste, là où l'historien de la philosophie Richard Popling appelle à un scepticisme constructiviste, formulé en détail par Mersenne et Gassendi, plus tard par Hume dans son scepticisme mélangé, adouci. Bon, scepticisme, car on n'est jamais sûr de la réponse. On ne sait pas très bien quelle direction prendre. Bien, ce scepticisme, puisque nous avançons par doute à notre capacité à trouver des bases de connaissances tout en acceptant et augmentant la connaissance elle-même, en reconnaissant que le secret de la nature, des choses en elles-mêmes, sont pour toujours cachés à nos yeux. C'est-à-dire c'est la science ou en métaphysique qui devait donc avoir une grande histoire et qui fait partie des temps les plus récents. Cet objectif, ce but est donc maintenant souvent appelé l'induction vers la meilleure explication. Il faut encore la structurer, l'expliquer, et c'est peut-être un sujet tout à fait important pour la science cognitive qui reste encore aux marges de nos recherches. Il y a encore beaucoup à faire à ces marges. Une caractéristique assez curieuse de la culture intellectuelle contemporaine, c'est que l'antifondationalisme est souvent envisagé comme un cri de guerre courageux. C'est assez curieux puisque le fondationalisme a été en fait rejeté du 7e, 8e siècle ultérieurement après les découvertes donc de Newton et ont permis de passer donc de l'absurdité au bon sens scientifique, avec maintenant un divorce, une séparation très nette de notre compréhension par bon sens. Descartes aussi avait reconnu les limites de notre recherche cognitive.
La règle 8 de sa régulée dit si dans la série des sujets à examiner, nous voyons un sujet sur lequel notre intellect n'a pas une bonne intuition, nous devons nous y arrêter. Nous ne devons pas examiner les autres sujets qui suivent. Nous devons nous restreindre d'une telle œuvre futile. Descartes avait spéculé que les œuvres de la res cogitas peuvent aller au-delà et bien au-delà même de la compréhension humaine. Il nous a dit que nous n'avons peut-être pas assez d'intelligence pour comprendre comment l'esprit fonctionne. Mais si l'explication de l'utilisation normale du langage et d'autres formes de choix d'action libre et cohérent se trouve au-delà, en quelque sorte, de notre portée cognitive, eh bien, ceci n'offre pas ou ne permettrait pas de remettre en doute l'authenticité de notre expérience. Il n'y a rien que nous puissions aborder de façon plus évidente et plus parfaite que notre capacité à choisir notre voie de pensée et d'action, a-t-il observé. Il serait absurde de douter quelque chose que nous comprenons intimement et dont nous faisons l'expérience à l'intérieur de nous-mêmes, c'est-à-dire les actions libres des hommes sont toutes, à ce moment-là, sous-déterminées, puisqu'il y a un conflit avec quelque chose d'autre que nous savons être incompréhensible à nous tous par nature. Ce qui est incompréhensible par nature, eh bien, c'est ce préordonnancement divin, comme Descartes l'a dit. C'est un mystère qui est au-delà de notre portée cognitive. C'est une tradition de Hume à Russell. Il y a de tels mystères. Mais qu'il y ait de tels mystères devrait encore... Et ça, c'est le plus fondamental des truismes, nous mener à estimer que nous faisons partie de la nature. Comment ces mystères sont liés aux questions sur lesquelles nous aimerions trouver une réponse, ou que nous aimerions poser en bons termes, c'est un sujet qui est en principe celui d'une recherche empirique. Alors il se peut que ce que nous appelons la science est une convergence assez heureuse entre les aspects de la vérité du monde et notre connaissance, notre atteinte cognitive. C'est une conclusion qui pourrait être atteinte par une intelligence étrangère, différemment organisée. Un peu comme nous atteignons des conclusions semblables, je ne sais pas, sur les insectes. En outre, il n'y a pas de contradiction en supposant que dans les limites de nos capacités cognitives, nous pourrions en principe découvrir pas mal de choses sur ce que sont ces limites. Par exemple, dans ces limites cognitives, la science newtonienne pourrait fournir des preuves que l'intelligibilité du monde, dans un sens crucial, est au-delà de notre portée cognitive. Et si un jour nous devrions donc montrer que l'intelligibilité de l'explication théorique des humains est liée ou est restreinte à un déterminisme et à un sens aléatoire, eh bien nous pourrions peut-être prouver ou amener une justification empirique aux spéculations cartésiennes quant à notre incapacité à appréhender ce que nous savons être notre plus noble qualité et au cœur même de notre existence et d'action dans notre existence. Un scientifique philosophe qui a essayé d'aborder ces problèmes de façon très sérieuse fut David Hume, qui est très souvent considéré comme un archéo-empiriste, ce qui n'est pas le cas. En poursuivant ce scepticisme mitigé, Hume a reconnu qu'une grande partie de la connaissance animale et humaine doit provenir de la main de la nature, de la main d'origine, qui fournit donc une portée et des limites à ce que nous pouvons atteindre. La main d'origine de la nature, ce que l'on appelle peut-être l'apport génétique, fournit les moyens d'un raisonnement donc expérimental qui guide aussi la recherche scientifique et sur lequel, bien sûr, l'ensemble de la conduite de vie dépend. C'est un raisonnement donc expérimental. Ce n'est rien d'autre qu'une sorte d'instinct ou de pouvoir mécanique
qui agit en nous et inconnu de nous. Dans son fonctionnement principal, il n'est pas dirigé par des relations ou des comparaisons d'idées, comme le sont les objets propres de nos facultés intellectuelles, en fait. Autrement dit, il est au-delà de ces facultés intellectuelles. Mais dans nos thèmes, cet apport génétique et ces manifestations cognitives vont bien au-delà donc du niveau d'accessibilité à la conscience. Une idée qui est en fait rejetée comme absurdité par les philosophes contemporains de pointe qui se regardent comme dans le domaine de la tradition scientifique moderne. En fait, dans la réalité, leur doctrine d'accessibilité n'est qu'un pur dogme emprunté sans aucun esprit de critique à la tradition abandonnée depuis longtemps et réfutée par les preuves empiriques. Donc, c'est un apport contemporain. Les idées de Hume ont été prises dans des termes tout à fait différents par Charles Sanders Peirce il y a un siècle à peu près. En fait, on le connaît pour d'autres œuvres, mais dans un essai sur ce qu'il a appelé abduction, l'enlèvement, qui est très souvent resté lui aussi dans l'obscurité, Peirce a essayé d'aborder carrément, les yeux dans les yeux, le problème de Platon. Il reconnaissait que atteindre des théories demande des principes enracinés dans la nature et qui imposent des limites sur les hypothèses admissibles. Une limite assez étroite, il est vrai. Si le raisonnement expérimental et l'ensemble de la conduite de vie doivent être faisables et abordables. En fait, Peirce n'a pas abordé ce principe de l'abduction, de l'enlèvement, du retrait. Il n'y a pas non plus beaucoup de progrès se faisant dans la science ou dans le domaine spécifique. Et Peirce pensait que la capacité humaine l'abduction, quelle que soit la chose que cela représente, serait un guide fiable pour permettre d'aborder la vérité sur le monde et du monde. Il fondait ses propos sur la sélection naturelle qui doit favoriser les organismes capables d'y parvenir à cette sélection. Mais je pense qu'il s'agit là de quelque chose de faux. Aucun processus de sélection n'a permis à Galilée et ses successeurs d'être en quelque sorte intrigués par ce qui semble évident depuis 2000 ans et de construire des explications théoriques qui pourraient, ou ne pas approcher d'ailleurs, la vérité du monde que nous pensons, à laquelle nous croyons instinctivement, même si nous le nions. On ne peut pas empêcher d'être des réalistes naïfs, observez Russell. Et nous devons faire attention à ne pas percevoir les illusions de la Lune en nous. Les grands personnages du XVIIe siècle ont spéculé sur les mystères de la nature de façon qui ont des résonances encore aujourd'hui, même si c'est dans des termes différents. Newton, par exemple, a pensé qu'une force inconnue qu'il a appelée l'esprit pouvait être la cause des mouvements dans la nature, y compris le pouvoir de déplacer notre corps par nos pensées, et le même pouvoir qu'ont d'autres créatures vivantes. Mais comment ceci est fait et par quelle loi, nous ne le savons pas. On ne peut pas dire que toute la nature n'est pas vivante, disait-il. Plus encore, Locke a conclu que l'on ne pouvait pas dire que la matière ne pensait pas, ne réfléchissait pas. Un peu comme dans un cadre plus théologique, Dieu avait ajouté l'effet inconcevable au mouvement. Locke a dit qu'il avait ajouté à la matière une faculté de penser. On ne peut pas rejeter cette idée. Locke a reconnu que l'idée d'une idée de matière sans sens, que nous ne pouvons pas rejeter sur ces bases, étant donné notre ignorance incurable et les limites de nos capacités cognitives. Nous ne pouvons donc pas rejeter sur ces bases cette ignorance incurable et les limites de nos capacités, donc de nos idées cognitives. Puisque l'on n'a pas de concept intelligible de la matière, corps, enfin tout ce qui est physique, nous ne pouvons pas rejeter la possibilité d'une matière vivante ou d'une matière pensante, notamment après que Newton ait en fait abordé la compréhension par le bon sens. L'idée de rejet, donc,
repugnante de Locke s'est développée à travers le XVIIIe siècle en menant des travaux importants des philosophes chimistes, Joseph Priestley, qui, comme Locke et d'autres, ont reconnu que le problème traditionnel esprit-corps n'était plus formulable par la démolution, par Newton, démolition de la seule notion cohérente du corps, c'est-à-dire physique, matériel. Pour Priestley et d'autres, la seule conclusion plausible était que les propriétés que l'on appelait mentales se réduisait en fait à la structure organique du cerveau. Des conclusions semblables ont été tirées de Hume en Darwin, qui a demandé de façon rhétorique pourquoi est-ce que la pensée serait-elle une sécrétion de l'esprit plus merveilleuse que la gravité, mais une propriété de la matière. Mais, curieusement, parmi les philosophes actuels, on estime qu'il y a donc un vide explicatif énorme entre le physique et la conscience. Un vide au-delà donc des soucis d'unification qui proviennent de l'ensemble des efforts effectués pour comprendre le monde. C'est un vide fondamental. Mais, à moins que ce physique ne reçoive un sens nouveau post-newtonien, ce qui n'a pas été effectué, on n'a pas essayé d'ailleurs, il y a moins de raisons de décrier ce vide explicatif, autrement dit, que dans certains cas, là où il y a un sens très clair de la base de réduction ainsi estimée. Le cas le plus extrême donc de ces soucis, de ces inquiétudes, le plus significatif d'ailleurs pour le développement ultérieur des sciences, c'est ce vide explicatif soulevé par Newton, mais laissé sans solution. Un mystère permanent pour les humains, comme Hume l'a estimé. Il y a d'autres aspects curieux du débat contemporain concernant le problème de Platon. Il est évident que la croissance et le développement impliquent dans ce domaine trois facteurs. Tout d'abord, la dotation génétique, les données externes et les lois de la nature. En ce qui concerne la langue, le premier facteur est souvent appelé la grammaire universelle, GU, dans le travail contemporain, adaptant ainsi un terme traditionnel à une nouvelle utilisation. Cette GU existe et on ne peut pas en douter, bien évidemment, autrement ce serait un miracle que tout enfant acquiert un langage, alors qu'un chaton, un chimpanzé ne le peut pas, alors qu'il est exposé exactement aux mêmes données. Donc en fait, ce qui détermine bien sûr quels aspects des données sont le langage, sont liés au langage, ce qui laisse de côté tout le reste. Cependant, une discussion existe concernant ce sujet. Elle existe depuis des décennies. C'est une curieuse discussion d'ailleurs, parce qu'elle n'a qu'un côté, aucun seul aspect. Il y a les condamnations incommensurables de ce que les critiques appellent l'hypothèse de l'inné. Il se réfère ici au truisme que le GU existe. Il n'y a pas de défenseur de l'hypothèse, comme il n'y a pas de défenseur que cette hypothèse que le système visuel mammifère est un composant génétique. La seule question sérieuse, comme dans le cas d'autres sous-systèmes de l'organisme, est la suivante. Quelles sont les propriétés de cette grammaire universelle? Comment interagit-elle avec les autres facteurs de croissance du développement? Une autre objection commune, c'est que l'on ne sait que peu de choses du circuit impliqué dans la faculté de langage, que ce soit dans son état initial comme déterminé par la grammaire universelle ou dans son état mûr. C'est un peu étrange d'ailleurs, on ne sait que peu de choses de ces questions très simples, par exemple la neurophysiologie, de ses capacités de navigation tout à fait remarquables, des systèmes de communication des insectes. Mais ça n'a jamais été considéré comme une raison de questionner la recherche qui cherche à déterminer ces propriétés. Ce qui, dans le cas du langage, est un guide de recherche dans ce que Priestley appelle la structure organique du cerveau qui sous-tend ces propriétés. Un neuroscientifique cognitif tout à fait éminent,
Gallistel soutient dans un livre récent que dans toute la longue histoire de cette recherche, les neurophysiologues, les psychologues, les linguistes et les philosophes ont cherché au mauvais endroit. Ils ont étudié des liens associatifs, des conductances synaptiques avec ce qui, comme il l'écrit, ne peut pas en fait coder des faits concernant l'état du monde expérimenté, des stockages de mémoire ou des systèmes qui en fait ont une influence sur la performance. En fait, ils ont cherché des unités élémentaires de calcul avec les propriétés telles que lire, écrire, parler, qui sont appropriées aux tâches que même les insectes peuvent avoir, et en fait qui sont en fait des tâches humaines très souvent également. Ce n'est pas absolument ce que les neurophysiologues cherchent du tout. Ils cherchent ailleurs, en fait. La science ici doit être complètement reconstruite, alors que le problème de Descartes est au-delà de la recherche humaine, sans doute à jamais. On peut au moins essayer de découvrir les mécanismes qui sont utilisés dans le libre choix de l'action, ce qui inclut dans son premier exemple l'aspect créatif de l'utilisation du langage, c'est-à-dire que l'on peut chercher à déterminer les besoins finis qui rentrent dans l'utilisation infinie dans la formule de Humboldt. Au milieu du XXe siècle, la théorie mathématique générale de tels mécanismes était bien comprise et peut-être adaptée au langage. C'est-à-dire que par langage, ici, je veux dire un système interne, un sous-système qui interagit avec d'autres dans la vie de l'organisme, ce que parfois on appelle des modules ou des organes dans la littérature biologique. Chaque langue doit être basée sur une procédure de calcul spécifiée finie qui génère une gamme infinie d'expressions structurées hiérarchiquement qui fournissent elles-mêmes des instructions pour les deux systèmes externes au langage, c'est-à-dire le système de motricité sensorielle, ce qui fait le bruit, les pas, et les systèmes de pensée et d'action. Si on explique les choses de façon différente, je dirais que la procédure de calcul fournit des informations aux interfaces phonétiques et sémantiques pragmatiques. De cette façon, la langue va satisfaire les conditions formulées par Aristote, qui décrivait la langue comme étant profonde avec une signification. Des travaux récents suggèrent que la formulation devrait être changée ici. La langue, cela signifie du son, c'est une différence tout à fait significative, c'est-à-dire que l'externalisation de la langue par un système de sensorimètre semble être un processus secondaire à la fois de la perspective évolutionnaire et de la perspective de la conception structurelle du système. Je ne peux pas rentrer dans les détails ici, bien évidemment, mais cela veut dire que l'argument est relativement radical, finalement. La procédure de calcul interne est parfois appelée une grammaire générative ou, de façon, c'est plus sujet à caution, une langue interne. Incorporée dans une telle procédure est une opération que l'on appelle fusion, qui prend deux objets qui ont déjà été générés et qui forment finalement un nouvel objet. Une telle opération, la plus simple de ces opérations, laissera les deux objets non changés, comme ils étaient auparavant, et non ordonnés de façon différente. Donc on peut prendre le nouvel objet comme étant l'ensemble qui contient les deux précédents. Si on réapplique merge, ici on obtient une infinité d'expressions structurées de façon hiérarchique. De plus, si aucune stipulation spécifique n'est ajoutée, merge va former des structures avec ce qu'il appelle des éléments déplacés. Par exemple, si merge ou la fusion donc s'applique à la structure sous-tendant John a vu
ce que John a vu, ça va former de ce que John a vu. Et ensuite, ça va former deviner ce que John a vu. C'est-à-dire que la structure est transférée aux deux interfaces. Et ce qui est en fait requis comme étant une interface sémantique pragmatique où les éléments ce que, what, a deux fonctions, c'est l'objet direct du verbe voir et c'est un opérateur, donc avec toutes les interprétations sous-tendantes, et c'est l'opérateur qui part de toute l'expression, ce qui veut dire quelque chose comme deviner pour quelle chose a vu John, et John a vu la chose X. Cependant, c'est la mauvaise information pour l'interface phonétique. Et pour cette interprétation phonétique, on ne dit pas, on ne dit pas deviner ce que John a vu quoi, mais plutôt deviner ce que John a vu. C'est-à-dire qu'on efface la seconde application de John, finalement. Voilà, c'est la hiérarchie qui change un petit peu ici. Plus généralement, je dirais que seule la hiérarchie ou l'événement le plus prominent de façon hiérarchique reste dans l'externalisation. Les autres sont finalement effacés. Ça a un sens, bien évidemment, du point de vue de l'efficacité du calcul et de l'articulation, très simplifié par cette même procédure. Cependant, ça crée des problèmes pour la communication. Il est nécessaire pour celui qui écoute de déterminer ce qui manque et où cela manque, ce qui devient à ce moment-là, ce qui devient un problème extrêmement complexe, parce que n'importe qui a jamais travaillé sur ces modèles de perception, eh bien, c'est quelqu'un qui a travaillé là-dessus le sait très bien. Je dirais qu'il y a un conflit entre l'efficacité de calcul et l'efficacité de communication. Dans ce cas particulier et dans tout autre cas similaire de conflit qui est connu, bien connu, je dirais que la langue conçoit une efficacité de calcul au coût même et au détriment de l'efficacité de communication. Les considérations d'efficacité de communication, en fait, sous-tend les bons résultats comme étant l'interface sémantique, mais cela diminue la communication. Donc, ça, c'est une conclusion très importante. Et en fait, le résultat, c'est que c'est ce à quoi on doit s'attendre du point de vue évolution. La fusion est une propriété universelle de l'esprit humain, du cerveau humain aujourd'hui. Mais nos ancêtres n'avaient pas cette capacité. Donc, à un moment, dans le passé, et ce n'est pas très ancien, je dirais, une mutation a eu lieu. Peut-être une légère mutation, mais qui a complètement changé le cerveau afin de prendre en compte cette fusion. Les mutations peuvent prendre place chez un individu, pas un groupe, avec peut-être quelques exceptions que l'on mettra de côté. Donc cette personne qui a eu cette mutation pourrait exploiter des capacités conceptuelles existantes à penser, à interpréter, à planifier. La personne a ce que l'on appelle parfois un langage de la pensée. Ceci confère, je dirais, un avantage tout à fait particulier parce que quelque chose qui est sans doute hérité par la progéniture. Un peu plus tard, la propriété doit être partagée par suffisamment de personnes et elle devient ainsi un avantage pour externaliser la pensée interne. Donc cette propriété pourrait prendre le pas chez ce groupe, en fait. À ce point, quand suffisamment de personnes ont cette capacité, ça serait un avantage de l'externaliser, comme je le disais. Mais pour ce faire, il est nécessaire de résoudre un problème cognitif tout à fait compliqué, c'est-à-dire relier le système génératif interne au système de sensorimotion, en fait, qui est là depuis des centaines de milliers d'années. On pense en fait que ce composant secondaire de la langue ou du langage est complexe, variés, soumis aux changements historiques, etc. Et c'est effectivement ce qui se passe en règle générale. Le fait est tout à fait familier et différent de l'acquisition du langage. Apprendre une seconde langue, par exemple, on doit acquérir un vocabulaire, un lien arbitraire de sons, de significations, des systèmes, un ordre linéaire, etc. Mais personne ne peut apprendre les règles sémantiques ou syntaxiques
scientifique, où ça veut dire même la signification des mots dans leur complexité riche et normale, parce que la preuve est pratiquement non existante et personne ne peut l'apprendre ou ne peut le professer, ne peut l'enseigner, puisque notre connaissance va au-delà de la conscience et que notre compréhension théorique a été atteinte et elle ne peut être mise en utilisation dans l'acquisition de la première langue. Ce n'est pas qu'une procédure générative sans limite soit une affaire de tout ou rien. Et on dit en règle générale qu'il doit y avoir des étapes préliminaires, une sorte de proto-langage. Il n'y a pas de preuve, donc le proto-langage, il n'y a pas de preuve empirique que de telles étapes existent vraiment et aucune raison conceptuelle pour supposer que ces étapes existent vraiment. Si elles existaient d'ailleurs, elles ne seraient sans doute pas appropriées. Il est aussi difficile de passer de 7 à sans limite que de 1 au sans limite. Dans l'absence de preuves empiriques ou de justification conceptuelle, la pratique scientifique normale nous amène à assumer ou à supposer qu'elle n'existe pas. Ce truisme virtuel semble problématique ou même, je dirais même excentrique à beaucoup de chercheurs qui sont habitués à penser l'évolution comme étant une série d'étapes graduelles. Ce n'est absolument pas le cas, je pense. Je pense que ce n'est pas vrai, mais c'est une sorte de... c'est une espèce de version populaire du darwinisme aujourd'hui. C'est la théorie de l'évolution, mais un petit peu popularisée. Mais c'est étonnant que certains scientifiques croient encore là-dedans. Le truisme est souvent condamné comme étant un catastrophisme basé sur de vagues idées, comme la mutation. Mais ces objections ne sont pas sans mérite, je dirais. D'un point de vue scientifique, le catastrophisme est une nécessité conceptuelle. On ne peut pas aller du fini à l'infini sans catastrophisme, en fait. Et il n'est pas inconsistant du tout avec la théorie de l'évolution, parce que la mutation est son cœur ou son principe clé. La conception et la considération évolutionnaire convergent en fait. Toutes deux amènent à la conclusion exprimée de façon très lucide pour la science du calcul dans le langage de la communication. C'est pas très bon pour la communication, mais enfin c'est toujours très intéressant. Donc la conclusion a été exprimée de façon très lucide par le prix Nobel François Jacob, qui a observé que le rôle du langage en tant que système de communication entre les individus ne serait en fait que secondaire, comme beaucoup de linguistes le pensent. La qualité du langage, de la langue qui le rend unique ne semble pas vraiment être le rôle qu'il joue dans la communication de directives que l'action ou d'autres caractéristiques communes de la communication animale. C'est en fait plutôt son rôle dans la symbolisation, le fait qu'il évoque des images cognitives. Il moule finalement notre notion de la réalité et notre capacité de pensée, de planification par sa propriété tout à fait unique de permettre des combinaisons tout à fait uniques et infinies de symboles. Donc une création mentale de mondes possibles, des idées qui remontent au XVIIe siècle et à la révolution cognitive et qui ont été richement élaborées au cours du siècle dernier. Je crois que tout le monde qui a travaillé là-dedans est tout à fait d'accord là-dessus, en fait. Et je pense que bientôt, on pensera que ceci est tout à fait exact, en fait. Pour résumer, jusqu'à présent, je dirais que le problème de Platon tombe dans cette partie de la biologie que nous savons comment étudier. Dans certains domaines, ce qui inclut bien sûr le langage, il y a eu de vrais progrès qui ont été effectués. Bien que le problème de Descartes reste au-delà encore de notre capacité de compréhension, il y a eu des progrès considérables faits dans la découverte des mécanismes
Donc, il y a eu des progrès considérables faits dans la découverte de mécanismes qui rentrent dans l'utilisation infinie de moyens finis, ce qui joue bien sûr un rôle central dans la pensée cartésienne, avec bien évidemment des conséquences qui s'éloignent finalement assez radicalement des suppositions les plus communes dont j'ai parlé. Maintenant, passons au problème d'Orwell. Il y a beaucoup d'illustrations sur ce problème qui nous donnent un grand aperçu des cultures intellectuelles les plus connues. Il n'est pas difficile d'identifier les moyens développés par les systèmes de puissance pour s'assurer que les peuples connaissent et comprennent un petit peu en dépit du manque d'informations qui leur est disponible. Une fois encore, je ne peux que vous donner que quelques illustrations, quelques faibles illustrations qui ne sont pas forcément les meilleures parce qu'elles semblent être exceptionnelles alors que les pratiques sont un petit peu sujets à caution. Si on prend un cas récent et tout à fait intéressant, c'est le bombardement de l'OTAN de la Serbie. Ça a été soumis à une enquête faite par les spécialistes tout à fait prestigieux de droit international, guidés par un juriste tout à fait intéressant et très connu d'Afrique du Sud, Richard Goldstone. Le panel a déterminé que le bombardement était illégal mais légitime. L'illégalité était transparente, c'était une violation tout à fait flagrante de la charte de l'ONU, en fait un exemple même de ce que le tribunal de Nuremberg avait déterminé comme étant le crime international suprême, qui était tout à fait différent des autres crimes de guerre parce qu'il accréditait, il sous-tendait le mal, en fait, le mal qui allait suivre. Et c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, beaucoup de nazis ont été pendus, en fait, à la suite du procès de Nuremberg. C'est un exemple test, un exemple standard de ce qui ne se fait pas. Mais ce panel, cependant, a trouvé que ce crime de guerre était légitime parce qu'il estimait qu'il n'y avait aucune autre façon d'arrêter les meurtres et les atrocités qui avaient lieu au Kosovo. On doit noter que ça, c'est une interprétation standard occidentale. C'est une interprétation occidentale, j'insiste là-dessus. Les pays non alignés, qui représentent la majorité des pays de cette planète, ont véritablement condamné ce bombardement et ce que l'on appelait en fait l'intervention humanitaire ou le soi-disant intervention humanitaire sur lequel il était basé, considérant que c'était simplement de l'impérialisme occidental avec sa mission de civilisation et toute cette clique d'idées inhérentes. Bon. Ce qui est un peu plus important en fait, c'est la question du fait. Pour atteindre la conclusion qu'il n'y avait aucune autre façon d'arrêter les tueries et les atrocités au Kosovo, le panel a dû inverser la chronologie et rejeter la conclusion unanime de la plupart des études occidentales impeccables qui ont été faites sur le sujet, ce qui inclut bien sûr des revues du département d'État américain extrêmement détaillées, des rapports de l'OTAN, de l'OCDE, des Occidentaux qui étaient sur place et d'autres. L'évidence ou la preuve montre, sans ambiguïté aucune, que ces meurtres et ces atrocités étaient en fait la conséquence du bombardement et pas sa cause, et qu'en fait, le bombardement a anticipé les conséquences. Wesley Clark, un général de l'OTAN, a informé la presse que le bombardement avait commencé des atrocités et qui étaient prévisibles. Il avait déjà briefé la Maison-Blanche avec ces mêmes prédictions ou prévisions. Le fait, en fait, c'est que ce qui s'est passé, l'implication de Milosevic dans ce bombardement était évidente. Les charges étaient tous après bombardement, avec une seule exception qui n'avait rien à voir avec les attaquants, parce qu'au même moment, ils soutenaient des atrocités comparables qui étaient faites par leurs alliés. Alors que en fait, il y
a des choses plus grotesques encore et plus évidentes qui avaient eu lieu dans les Balkans. Et ils ont continué à les soutenir même après la fin des bombardements de Serbie. Donc ce n'est qu'une partie de l'histoire. Ce que l'on veut souligner ici, c'est la conclusion fallacieuse du panel de Goldstone et le fait qu'elle est en général acceptée de façon universelle dans la culture intellectuelle occidentale sans prendre en compte du tout les archives documentaires extrêmement fournies. C'est une illustration, on ne pourrait plus claire, du problème d'Orwell. Et comme l'histoire et la familiarité avec ces standards ou ces normes culturelles suggèrent, une discussion rationnelle de ce sujet est quasiment impossible en Occident. Toute mention de ces faits qui ne sont pas controversés, en fait, soulève des discussions absolument impressionnantes. Ça, c'est compréhensible. La période avant le bombardement, a été marquée par des épisodes absolument extraordinaires d'auto-glorification, les éléments les plus extraordinaires de l'histoire intellectuelle. Des personnages très connus se sont auto-proclamés, ont loué ce qu'ils faisaient et ce que faisaient leurs États. Ils disaient qu'ils agissaient sur des principes et des valeurs pour la première fois de l'histoire, que les attaquants, en fait, étaient à la tête d'une nouvelle ère de l'histoire. Ils agissaient par altruisme, dans une phase très noble de leur politique étrangère, avec de façon sainte ou sanctifiée. Et on aurait cru entendre Kim Il-sung de Corée. Après cette performance, la reconnaissance des faits élémentaires était une impossibilité psychologique pour les masses éduquées. Et donc, en fait, on recourt ici aux moyens familiers de se protéger du risque et des faits dont on ne veut pas entendre parler, c'est-à-dire la calomnie, les mensonges, l'hystérie, la dénonciation. Tout ce à quoi on ne peut pas répondre vu le monopole quasi complet du contrôle de l'expression. Et dans ce cas particulier, cela inclut bien sûr les franges dissidentes qui ont été les premières à clamer en fait leur magnificence et à soutenir l'attaque. On pourrait écrire beaucoup là-dessus, bien sûr, mais ça n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Ça n'est pas cohérent, je dirais, avec l'orthodoxie de doctrine et l'autoprotection. Cet exemple, je dirais, est quand même inhabituel, c'est évident, il est très clair, mais à part cela, il est trop éloigné de la norme. Les mécanismes adoptés pour mettre en place le problème d'Orwell ne sont pas obscurs, au contraire, ils ont été décrits de façon tout à fait ouverte et franche. Ils ont été décrits avec approbation de la plupart des praticiens de renom. Je dirais que pour résumer, pendant la Première Guerre mondiale, des cercles d'élite ou des élites ont commencé à comprendre que les combats populaires avait été tellement réussi, avait atteint un tel succès que les populations ne pouvaient plus être contrôlées par la force. Il était donc nécessaire de contrôler les attitudes et les croyances. Parmi d'autres équipements ou systèmes, une énorme industrie fut créée pour remplir cette tâche. C'est ce que l'on appelle l'industrie des relations publiques. C'est une invention américaine au départ, une invention britannique par la suite. Il y a un manuel industriel qui a été écrit par l'un de ses leaders qui s'appelle Edward Bernays et qui commence son manuel en observant que la manipulation consciente et intelligente des habitudes et des opinions organisées des masses est un élément important de la société démocratique. Mais il est clair que c'est la minorité intelligente qui doit utiliser la propagande de façon continue et de façon systématique, parce que seule cette minorité comprend le processus mental et le schéma social des masses, et est donc en position de tirer les fils qui contrôlent l'esprit public, qu'ils peuvent régimenter, bien évidemment, et qu'ils peuvent régimenter comme tout régiment militaire peut régimenter ses soldats. C'est ce que l'on appelle le consensus ou l'accord engineering, c'est-à-dire c'est l'essence même du processus démocratique. Et Bernays écrit 20 ans plus tard, juste avant d'être reçu à l'Association psychologique américaine en 1949 pour ses réussites dans ce domaine particulier.
Bernays était tout à fait était un libéral de l'époque Roosevelt, en fait. Et il avait affecté il avait mis en place ou utilisé son expertise dans le comité de Woodrow Wilson sur l'information publique, la première agence de propagande d'État américaine. Le comité était un composant officiel de la campagne, au cours de laquelle des intellectuels libéraux absolument respectés ont entrepris de devenir finalement les interprètes loyaux de ce qui semblait être l'une des plus grandes entreprises jamais mises en place par un président américain. On réfère ici à la décision de Wilson de rentrer dans la guerre européenne, en fait. Et ils ont servi d'instrument pour le ministère britannique de l'Information, défini de façon secrète pour diriger en fait la pensée de la plupart des gens du monde. Les objectifs de la propagande britannique adoptaient en fait une doctrine de wilsonienne. Le point de vue de Wilson était qu'une élite de gentlemen avec des idéaux élevés était nécessaire pour préserver la stabilité et le droit. Dans cette minorité intelligente d'hommes responsables qui doit prendre des décisions. Et en fait, cette classe... c'était vraiment le point de vue britannique de Wilson. C'est ce groupe de gentlemen qui était absolument nécessaire pour préserver la stabilité, comme je le disais, et le droit. C'est la minorité intelligente de ces hommes responsables qui doit contrôler la prise de décision, comme l'expliquait un autre vétéran du comité dans son essai sur la démocratie écrit au cours de ces mêmes années, c'est-à-dire c'est Walter Lippmann, qui est un intellectuel américain de premier ordre et très connu du XXe siècle. Il faisait partie de ces libéraux Roosevelt également. Cette classe spécialisée d'hommes publics est responsable de la formation d'une opinion publique de bonne aloi. En fait, il est également responsable de la mise en place de politiques et il doit mettre de côté, en fait, ceux qui ne sont pas dans le courant général, c'est-à-dire la population générale. Le public doit être mis à sa place. Il doit agir en s'alignant, en fait, comme étant le partisan de quelqu'un en position et d'agir de façon exécutive. Ça a un flux intellectuel absolument impressionnant. Les universitaires libéraux du monde entier étaient d'accord, en fait. Harold Lasswell, l'un des fondateurs de la science politique moderne, expliquait que les quelques gens qui étaient intelligents devaient reconnaître l'ignorance et la stupidité des masses et ils devaient reconnaître que ces masses devaient être contrôlées pour leur propre bien. Alors, on arrive ici à la partie conservative. D'autres ont été très impressionnés par ces entreprises de contrôler l'esprit public. La propagande nazie, par exemple, qui s'est de façon consciente basée sur la publicité américaine, avec les succès que l'on connaît. Les bolcheviks qui ont essayé de faire la même chose, mais ils n'ont pas été aussi... ça n'a pas aussi bien marché pour eux, en fait. Les principes de base restent quand même les mêmes, et ils ont pris d'autres formes. Mais ils ont été en fait souvent niés avec des envols rhétoriques sur la démocratie. Contrairement aux deux autres problèmes, le problème d'Orwell est facilement résolu comme étant au moins au niveau intellectuel. Mais la solution explique ce qui reste avec peu d'impact finalement quant à la culture intellectuelle ou morale dominante, ce qui laisse une tâche tout à fait évidente pour ceux qui n'acceptent pas ces principes directeurs.